Salut tout le monde, bonjour à tous. Bon, je regarde si mon son est bon. Tengreen a répondu à mon message, mais pas à mon appel. Il va arriver. Il a dû partir faire une grosse crotte ou quelque chose comme ça. Ou son chat a dû le bolosser. Puis je vais hop, raccrocher. Je vais lui dire, je t'attends. Et je vais mettre un smiley à me marrer. Voilà. La musique de StarCraft 1, mais c'est parfait, StarCraft 1, StarCraft 2, excellente soundtrack. Hein. Bon, en tout cas, on a eu de la news. Hein. On a eu une très grosse semaine, et j'ai même pas tout mis le détail. Mais on a des super photos et tout, voilà. Sur le dos des... Alors, aujourd'hui, à Ariane, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour Ariane aujourd'hui, on a de la bonne nouvelle, donc j'ai quelques photos et quelques news, voilà. Écoutez, il ne répond pas. Il a dû mourir. Et il rejoindra quand il aura envie, d'accord? Bon, on va commencer. On va commencer. Nous, on est à l'heure. Vous aussi, visiblement. Voilà. Ah, Bélisario, figure-toi que je suis en train de lire l'histoire de Byzance et que je viens de finir le passage avec Bélisaire et Narcisse et compagnie. Voilà. C'est beau. Bon. Une petite dernière image de Ingenuity, regardez, pris de très loin avec la cam, la mast cam de Persévérance, regardez. Malheureusement, Ingenuity qui ne volera plus, il a pété 2 ailettes, sûrement lors du dernier atterrissage, 72 vols réussis. Donc ouais, c'est sûrement les dernières mêmes photos qu'on va avoir d'Ingenuity. Et puis en petit zoom, voilà, clac. Joli, hein. Donc ouais, pauvre bête. Il aura bien servi la cause. Et il nous aura montré des images incroyables. Premier hélicoptère, ça va changer pas mal de choses en termes de vision, de vision de l'exploration des sondes et tout. On va amener d'autres hélicoptères sûrement plus gros, plus balèzes. C'était un super banc d'essai technologique. Par contre, les nouvelles ne sont pas bonnes pour JPL. JPL, donc qui a fait des persévérances et tout, en cause de peut-être des budgets pas assurés pour 2025, ils ont viré près de 500 employés à JPL, donc le laboratoire, un des laboratoires de recherche de la NASA, près de presque 10% de leur force de travail, dont énormément d'ingénieurs qui bossaient sur des missions sur Mars et tout. Ça, c'est pas bon du tout. On est en droit de se poser la question, putain, mais bande de débiles! Vous envoyez 90 milliards à l'Ukraine, vous n'êtes pas foutu de trouver un peu de budget pour le spatial. C'est quelque chose, hein. Ah, voilà Tengreen. Bonjour. Tengreen est en retard, je parlais de JPL, Tengreen. Ouais, je voulais pas te couper, je sais pas, vous l'entendez. Attendez, je vais mettre Tengreen dans le casque. Voilà. Bon, tu t'es fait bolosser par ton chat, Tengreen, comment ça se passe? Non. Ouais, je disais JPL, putain, 8% de la manpower, près de 500 personnes. Et c'est un coup terrible, hein. J'ai vu des employés qui disaient, putain, on perd parmi... Enfin, c'est certains programmes bien spécifiques qui ont été ciblés, comme il y a la mission sur Mars avec le retour d'échantillons et tout. Alors, moi, j'ai aucun doute que tous ces gens vont trouver du travail dans le privé, hein. Mais c'est... Putain, c'est... Alors que dans le privé, ça recrute à tour de bras, t'as la NASA qui vire des employés incroyablement compétents, quoi. Et ça, ils veulent que les Chinois soient les premiers sur la Lune. C'est pas un bon message qu'ils envoient là en ce moment. Hein. C'est même un message catastrophique à l'industrie. Ouais, on vire tout le monde. Ils trouveront du taf ailleurs. Surtout que c'est JPL. Enfin, il y a des sacrés trucs en ce moment. Il y a Psyché, il y a Persévérance. Il y a eu quand même des sacrés résultats. Et Là, ça fait peur. Hein. Ouais, c'est pas bon du tout. Hein. Donc on verra bien. Hein. On verra bien, mais ouais, voilà, c'était la seule grosse mauvaise nouvelle de la semaine, c'était ça. Alors que vous allez voir que l'industrie, ça va à 100 à l'heure, et puis vous avez la NASA, ah bah nous on vire nos employés, surtout nos meilleurs ingénieurs, hein, c'est pas comme si on en avait besoin en ce moment. Donc ouais, c'est pas un beau message pour l'industrie. Comme je vous dis, ils vont retrouver du travail ces gens-là. Il y a trop d'expertise, mais la NASA les retrouvera plus ces gens-là. C'est ça le truc, c'est qu'une fois que vous les avez virés, les mecs vont aller goûter à un salaire sûrement plus élevé dans le privé. Et peut-être, tu sais, certains vont aller bosser chez SpaceX, hein. Écoute, ils vont découvrir qu'en fait SpaceX, ils vous payent mieux. Vous avez des stock options. Et ah ouais, mais en fait, j'aurais peut-être dû faire ça il y a longtemps. Et puis, une fois que vous goûtez à mieux, vous n'allez pas avoir envie de retourner en arrière. Donc on verra. Bon, voilà pour les petites news. On a la grosse news de la semaine, c'était Axiom 3.
le retour d'Axiom 3. Donc Axiom qui avait passé Axiom 3, donc la mission qui avait passé 2 semaines en orbite. Il devait revenir il y a 2 jours, mais il y a eu des très mauvaises conditions météo dans le golfe du Mexique. Rappelez-vous que la capsule Freedom doit aller amérir dans le golfe du Mexique. Donc si vous avez un peu de mer, vous ne pouvez pas le faire. Donc ils ont retardé de 2 jours la mission de récupération. Et ce n'est que hier que... la photo là... Oh là là, j'ai failli en faire ma vignette. Hein. Elle est incroyable. Hein. Voilà la capsule. Et c'est que hier que la capsule... Avant-hier que la capsule s'est décrochée, il a fallu du temps pour l'amener sur la bonne orbite. Et ils ont fait un splash parfait. Donc voilà, le golfe du Mexique, vous comprenez pourquoi vous ne pouvez pas faire ça par grosse mer. Mais ouais, ils ont fait un splash parfait. Et on voit qu'il y a de la merde, la météo derrière Ten Green. On voit qu'il y a de la pluie et tout. Hein. Mais voilà, l'important c'est les conditions de mer en fait. Pas tant le reste. Et les conditions de mer étaient bonnes. Donc ils ont fait un splash dans le golfe du Mexique. Le bateau de SpaceX. Donc vous voyez qu'il y a un héliport sur le bateau. Parce que les mecs, on les renvoyait. On vient les chercher en hélicoptère une fois qu'on les a sortis de la capsule. Hein, ils rentrent pas au port. En attendant, bon, on est un peu pressé là. Non, donc Axiom veut récupérer ses astronautes. Et donc on vient les chercher en hélicoptère directement dans le golfe du Mexique une fois qu'on a récupéré la capsule. Et la capsule a été récupérée. On voit les équipes de SpaceX et compagnie. Et donc ouais, eux ont passé que 2 semaines dans l'espace, donc médicalement, il n'y a pas grand chose. Là c'est Alegría Lopez, le patron de la mission, donc qui lui-même est un ancien astronaute de la NASA qui avait déjà volé. Et donc lui est un mec permanent d'action. Donc c'est un mec qui volera sûrement encore dans pas mal de missions. D'ailleurs, Axiom 4, le contrat a été signé hier officiellement, même si on savait que ça s'est fait depuis un bout de temps. Mais le contrat officiel avec la NASA a été signé hier, Axiom 4 pour octobre 2024. Donc on va avoir une autre mission Axiom en octobre. C'est de la montée en puissance assez impressionnante. Et ça fonctionne bien. Hein. Donc ils se mettent bien, ils se mettent très très bien Axiom. Ils sont en situation de monopole sur le marché mondial. Maintenant c'est l'ESA qui vient les manger dans la main pour faire tourner le parc d'astronautes parce que l'ESA n'a pas de fusée et doit passer par la NASA. Et ils se mettent super bien. Donc, et en plus ils tirent pour des pays qui n'ont pas de fusée, qui n'ont pas de programme spatial comme l'Arabie Saoudite et tout ça. Donc ouais, il y a beaucoup d'argent qui circule en ce moment avec Axiom. Et il y a les résultats aussi. C'est ça le truc, c'est que tout se passe très très bien. Et voilà quoi. Donc ouais, Axiom, visiblement tout s'est bien passé. On n'a eu aucun mauvais retour, la mission a été un franc succès. Donc je crois qu'ils sont peut-être passés 14 jours, ouais je me rappelle plus quelque chose comme ça, ou 18 jours je crois. Moi c'était une rotation. Ouais. C'est pas comme les astronautes russes ou américains qui étaient payés par la NASA où ils restent très longtemps forcément. 6 mois en orbite, donc ouais, ce sont des missions éclairs où, comme je dis, on a les moyens de lancement pour faire ça aujourd'hui. Il y a 4-5 ans, on pouvait pas faire ça parce qu'on n'avait pas les moyens de lancement. Aujourd'hui on les a, et en plus de ça, SpaceX est capable de faire des rotations très rapides de ses équipements. Donc non seulement on a des fusées, mais on a des capsules, et les capsules fonctionnent bien, les fusées fonctionnent bien, et tout ça mis ensemble, vous voyez qu'il y a un business qui s'est créé. Il y a l'émergence, comme je vous dis, SpaceX a amené les outils, et il y a des gens qui voient le business model et qui l'appliquent avec des gros... Bon, il y a des gros capitaux derrière pour faire ça, hein, vous claquez pas du doigt pour mettre en place une telle organisation. Mais vous voyez que le marché s'est créé grâce au fait que les outils sont présents. Alors, à propos de marché et d'outils, on a eu des très bonnes nouvelles pour ULA et Blue Origin. Avec Ten Green, on avait pas mal grogné sur le fait qu'on ne voyait pas de moteur BE4, qu'on savait qu'ils en avaient explosé un au pad, et on n'avait pas de news de moteur BE4, sauf que si vous voulez tirer une New Glenn cet été, il va falloir 7 moteurs BE4. Si vous voulez tirer une Vulcan avec Dream Chaser en avril, va falloir 2 autres moteurs BE4. Et on n'avait aucune nouvelle des moteurs BE4. Et ben, ça a changé cette semaine, puisqu'on a Tori Bruno qui nous a montré cette photo magnifique à Decatur. Donc ça, on est à l'usine de ULA. On a un moteur certifié vol qui a été amené à l'usine et qui va être intégré à la prochaine Vulcan. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles, puisque la prochaine mission, on l'attend tous. Il s'agit de Dream Chaser, qui est l'avion, une mini navette spatiale, qui doit potentiellement aller ravitailler l'ISS. Donc qui était à la base potentiellement un concurrent de Starliner et de Crew Dragon, mais qui a continué sans l'argent de la NASA, ce qui est assez incroyable, et qui aujourd'hui arrive à maturité en même temps que Starliner. On va pas trop casser du sucre sur Boeing, c'est déjà un cheval agonisant. Donc là, on a un moteur BE4 à l'usine, certifié vol, et Tori Bruno a juste dit qu'il se préparait à l'intégrer. Ce qui
ce qui veut dire que le moteur est prêt à voler. Et on a vu que les moteurs BE4 fonctionnent très très bien. Et pareil pour la Vulcan, donc on attend avec impatience de voir un prochain tir. Alors les moteurs BE4 ils sont faits à Huntsville dans l'Alabama. L'Alabama c'est un peu l'état du spatial, Decatur est aussi dans l'Alabama. Et ouais c'est un état qui est très proche historiquement du spatial. Donc ULA a son usine de BE4 mais son stand d'essai de pas de tir était au Texas. Et en Alabama il y a des vieux stands qui datent des âges glorieux de la conquête de l'espace des années 60. Où ils testaient des moteurs de Saturn et tout, et certains de ces pads sont à l'abandon, donc des pads de test de moteur, hein, pas de premier étage, mais juste pour tester des moteurs. Et des nouvelles de Starliner, ça va voler pour avril normalement. Et Blue Origin a remis en état un de ses pads, donc pas loin de son usine, Ten Green, et ça, c'était il y a la semaine dernière, ils ont testé un BE4 sur un de leurs nouveaux moteurs. Un de leurs nouveaux pads, donc un ancien pad de Saturn. Ça dépote, hein. Les gens sont contents là parce que c'est. Donc ils peuvent tester les moteurs maintenant directement. Là on voit pas, il y a le nouvelle genre. J'espère que ça vous expose bien les oreilles, hein. Moteur de BE4, magnifique. Ah, je rigole. Je vais remettre un petit peu de son, hein. Hop, hop, hop. Ah merde, il veut pas le relancer, bon c'est pas grave. Donc ouais, en tout cas, donc grosse semaine pour... Et maintenant si je le relance... Ouais. Des fusées à propulsion nucléaire, ça serait viable. Ah bah c'est prévu, hein, on en parle autant. Donc ouais, on a... Et ça, c'est pas le même moteur BE4 Ten Green qu'on a vu à l'usine. Donc ce qui veut dire que potentiellement, ce serait les deux moteurs de la prochaine mission de la Vulcan. Si ça serait bien, hein. Ça serait incroyable. Donc ouais, non seulement ils ont remis un vieux pad en état, mais ils vont pouvoir tester leur BE4 directement sorti d'usine à proximité. Donc c'est un bon coup pour eux. Et c'est un gros pas en avant pour la mission de Dream Chaser. Donc Dream Chaser, matez-moi ça encore là. Oh là 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 là. Et là vous voyez que c'est le Glenn Research Center. C'est là où vous testez en conditions atmosphériques les matériaux qui sont prêts à être intégrés. Donc les satellites et tout passe par ici. Donc le centre Neil Armstrong, le Glenn Research Center qui a un nom. Les BE4 sont plus gros que les Raptors, oui. En termes de taille, ouais. Et voilà Dream Chaser. Donc Dream Chaser qui va être intégré sur la Vulcan, c'est ça qu'on va voir voler en avril. Et ça doit aller à l'ISS normalement. C'est un superbe engin. Même les employés de Sierra Space, ils disaient putain, là c'est Ten Green depuis toutes ces années. Là, on a l'impression qu'on est. Putain, on a l'impression qu'on est mis devant le mur, là, ça y est, ça arrive. Donc ça va être un très très gros événement, on espère que ça va bien se passer. Ça va être quelque chose, hein. Ça va vraiment être quelque chose. Donc voilà, ça va être le prochain vol de la Vulcan, ça va être ça. Et si le vol se passe bien, la Vulcan sera certifiée pour des missions du Pentagone. Et là, on parle de beaucoup d'argent, donc c'est pour ça qu'on a ULA qui met les bouchées quintuples en ce moment. C'est qu'ils veulent leurs 2 vols de certification pour pouvoir tirer toutes les missions des Space Force qui arrivent. Et pour l'instant, le Pentagone a beaucoup investi dans la Vulcan, voudrait que ça arrive le plus vite possible. Donc ouais, on attend avec impatience cette mission, on sera là. Les Indiens aussi se préparent à retirer en février. Comme je dis, on a énormément de tirs prévus. Donc là, c'est encore du satellite télécom indien, donc ça va décoller sur une GSLV. Et on a les premières photos d'intégration de la charge utile et tout ça. Donc ça va décoller dans quelques jours. Plus de coopération avec l'ESA sur le Dream Chaser. Je crois pas en tout cas. Je ne crois pas. Non, l'ESA veut tout faire toute seule, mais au final elle fait pas grand chose. Donc voilà. Et on a aussi une Electron qui va décoller en février. Et ouais, Rocket Lab qui est sur les chapeaux de roue. On a vu qu'ils ont un très très gros carnet de commandes pour 2024. Donc il faut que ça tire au moins une fois tous les 2-3 semaines. Donc là c'est pour Astrocal. D'ailleurs, il y a eu un petit drama cette semaine, puisque un des managers de Rocket Lab s'est plaint que SpaceX fait chier avec ses missions rideshare, puisque SpaceX tire aussi pour les petits opérateurs. Une fois tous les 3-4 mois, il tire une Falcon 9 avec genre 80 charges utiles de CubeSat. Et le manager de Rocket Lab disait oui, mais SpaceX ils veulent tuer les petits lanceurs avec leur mission rideshare. J'ai pas bienvenue dans le monde réel, espèce de connard. Toi tu crois que tu vas leur faire cadeau, et pire, SpaceX pourrait offrir ça gratuitement pour faire chier, tu vois.
Donc non, c'est de bonne guerre. SpaceX, ils font pas dans le bénévolat, donc bien sûr qu'ils vont essayer de faire chier tous les petits lanceurs. Surtout que tous ces petits lanceurs, ils ont les dents longues. On sait que Rocket Lab veut faire la fusée Electron. On sait que Relativity Space va faire la Terran Air. Non, il y a beaucoup d'ambition chez ces petits lanceurs de ne pas être que des petits lanceurs. Donc bien sûr que SpaceX va pas leur faire de cadeau pour arriver sur le marché. C'est logique. Donc c'était le drama de la semaine. Les mecs découvrent que SpaceX ne fait pas de l'humanitaire. Espèce de con. Et ses managers hein, à Rocket Lab. Hein, donc ça nous a tous fait bien sourire quand on a vu ça. Alors à propos de Ariane, quelqu'un m'a dit oui, Pépé, on a vu que Ariane était dans la vignette, donc encore des mauvaises nouvelles. Absolument pas. Des bonnes nouvelles, puisque Canopé, donc c'est le bateau qui transporte tous les éléments qui sont faits en Europe et qui les amène à Kourou. Canopé a commencé sa tournée des ports européens pour récupérer tous les composants. Donc ça s'est arrêté en Allemagne, à Brême, ça s'est arrêté aux Pays-Bas, et ça récupère les moteurs, ça récupère les deuxièmes étages, donc c'est très très bon signe que les choses bougent. Et on a vu du matos être embarqué, ça je crois que c'est des moteurs, et on a eu ça va embarquer les coiffes et tout ça, donc ça va... c'est tous les composants de la première Ariane 6 qui doit décoller cet été, si tout se passe bien. Voilà, donc c'est des très bonnes nouvelles de voir que si Canopé est là, ça veut dire que tout est prêt. Et que Canopé va tout prendre d'un coup et tout amener pour le stacking et l'assemblage final à Kourou. Donc c'est des bonnes nouvelles de voir que ça avance aussi. Vous voyez que chez la concurrence, ça avance. Rappelez-vous que la Vulcan est le pire concurrent de Ariane 6. C'est de la Vulcan qui doit avoir peur. La Vulcan va leur voler leur contrat s'ils se dépêchent pas. Et là, le bateau coule. Il n'y a aucune raison que le bateau coule. Donc ouais, la Vulcan, le programme de la Vulcan va très très bien, presque trop bien. Donc il faut que Ariane, ça mette les bouchées doubles, parce que c'est pas SpaceX qui va voler les contrats, quoique SpaceX le fait déjà, mais la Vulcan, elle, peut récupérer tous les contrats de l'Ariane 6 sans problème. Voilà, donc vous pouvez vous en douter, c'est la course en ce moment. Il y a des sociétés spatiales privées russes ou chinoises. Russes, non. Chinois, oui. Mais le privé dans le chinois n'a pas les mêmes définitions qu'en Europe, en fait. Vous avez des compagnies, il n'y a rien de privé, mais vous avez des compagnies qui sont plus indépendantes que d'autres. Mais tout ça répond quand même au pouvoir. Donc on a vu par exemple Calt en Chine, qui est une compagnie qui est incroyablement proche de l'armée chinoise. Mais on a d'autres compagnies qui sont plus indépendantes, mais qui à la fin de la journée doivent quand même répondre doigt sur la couture à l'État. Donc ouais, il faut remettre en considération la définition du privé en fait, de ce qu'on appellerait privé. Donc ouais, des bonnes nouvelles pour Ariane 6, et sûrement que la semaine prochaine, on aura le bateau qui arrivera à Kourou. Pourquoi Ariane n'a pas racheté ULA? Bah ils ont pas l'argent déjà. Déjà ils ont pas les thunes. Et très important, ULA a des intérêts stratégiques au Pentagone. Donc le Pentagone n'autoriserait un rachat de ULA que par une compagnie américaine. Et si ULA avait été racheté par une compagnie étrangère, Arianespace, mais Ariane en est incapable, en financièrement parlant, le Pentagone aurait mis son veto sur les lois antitrust et compagnie. Et aurait interdit la vente pour des raisons simplement de sécurité nationale. Voilà. Alors, SpaceX a encore tiré cette semaine, on va pas aller le voir, le vol, c'était de nuit. Mais voici B1081, 4e vol, donc là c'est le booster qui fait son atterrissage. Et c'était un satellite de la NASA, un satellite météo de la NASA, PACE, PAC. Donc le vol s'est très bien passé, une mission de plus, hein. On regarde pas le tir parce que c'était de nuit, donc c'est pas très intéressant. Mais en tout cas le vol s'est bien passé, récupération du booster, et voilà. Les Russes ont aussi tiré. Cette semaine c'est de la folie, hein. Ça s'est pas arrêté, hein. Les Russes ont fait leur premier tir de l'année à 7h03, j'ai pas la date, et ils ont tiré de Plesetsk. Donc on n'a pas trop de news là-dessus parce que c'est un satellite militaire d'observation, Cosmo. Donc dès que ça tire de Plesetsk en Russie, c'est généralement les forces spatiales russes militaires qui gèrent ça. Donc c'est pour des satellites d'observation, des satellites espions et tout. Mais les Russes ont tiré la première Soyouz. Et en plus de ça, on a eu des photos encore d'une autre mission qui se prépare, qui est MS-26, mission de ravitaillement pour l'ISS. Donc voilà, les halls d'assemblage de Soyouz, c'est magnifique, hein. Franchement, moi je vois ça, c'est propre, hein. Et regardez ça. Je sais pas si t'as vu la photo, Tengreen, du hall d'assemblage de stacking de Soyouz pour MS-26, putain. Quand on vous dit alors je l'ai pas vu. Quand on vous dit qu'on peut manger par terre, putain, vous voyez que c'est nickel, quoi. Quand je vous dis mon appart, il y a plus de poussière dans mon appart que dans leur gigantesque hangar, là. Ouais.
Et t'as les rails et tout pour bouger les trucs et tout ça, c'est super clean. Hein. Donc ouais, vous avez les halls de stacking de M des deuxièmes étages là qui vont aller ravitailler l'ISS. Très impressionnant. On a eu aussi des photos de Europa Clipper. Énorme mission qui ira visiter les lunes de Jupiter. Décollage prévu octobre 2024, plus de 5 milliards de dollars. Mater le monstre. Donc une très grosse mission. Il me semble que Europa Clipper doit décoller sur une Falcon Heavy. Attendez, j'ai un doute. Europa Clipper. Donc ça doit décoller, je crois, le 10 octobre 2024. Mais je ne suis pas sûr. Je pense que c'est une Falcon Heavy. Hein. Il n'y a rien d'autre qui peut prendre un tel monstre. Falcon Heavy, c'est ça. 10 octobre 2024, Falcon Heavy, depuis Cap Canaveral. Ah, ça, on sera là. Parce que ça, c'est une mission qui va aller visiter toutes les moons aqueuses où il y a de l'eau et des océans. Les lunes de Jupiter. Donc on attend ça avec impatience. Entre Juice et Europa Clipper, les prochaines années vont être incroyables. Voilà. Et sinon... On a eu un vol tout à l'heure. Ouais, SLS à la base, mais bon... le problème de la SLS, à 3 milliards de dollars le tir... en fait, ça aurait été plus pratique d'avoir la SLS, la mission aurait été plus rapide. Le problème, c'est qu'on a préféré faire des grosses économies de plusieurs milliards plutôt que de... Et de perdre du temps plutôt que de... et tirer sur la SLS qui est hors de prix. C'est absurde qu'elle coûte aussi cher la SLS. Alors... on a eu un vol tout à l'heure depuis Vandenberg. Ça a décollé de Californie pour une mission Starlink. Je crois que c'était B1071, 14e mission du booster. Alors, on regarde le vol parce que les conditions sont absolument parfaites. C'était tout à l'heure. On va regarder le tir, ça fait toujours plaisir de voir un petit tir. T-30 seconds. 22 satellites Starlink. Donc 2 tirs cette semaine pour les Falcon 9, 2 récupérations. Ça ne s'arrête pas. Et Vandenberg, quand il n'y a pas de brume, et c'est rare qu'il n'y a pas de brume, c'est beau quand même. La côte pacifique, de là on est en Californie, hein. On est au sud de Los Angeles. T-10, 9, 8, 7, 6. Mais elle sert la SLS. Pour le programme Artemis, il tire une fois par an, et voilà. Et ça coûte 3 milliards, c'est pour ça qu'elle sert pas. And lift off of Falcon 9, go Starlink, go SpaceX. Ah, ça dépote, hein. Sachant qu'ils ont un deuxième pad en transformation à Vandenberg. Donc ils auront bientôt 2 pads à eux à Vandenberg, ce qui est ouf. Ils ont récupéré le bail de ULA qui s'en servait pour tirer la Delta Heavy. Et la Delta Heavy ne volera plus de Vandenberg. Donc c'est SpaceX qui a récupéré le bail. Donc SpaceX, d'ici sûrement la fin de l'année, pourra faire 2 tirs en simultané à Vandenberg. Et pour tirer du Starlink, ils vont en avoir besoin. Oh, la côte californienne. Donc là, c'est le Pacifique, les gars. D'habitude, on voit toujours les tirs depuis Cap Canaveral, en Floride. Falcon 9 is supersonic. Supersonique, 1200 km/h. Oh là là, la météo était impeccable. Généralement, à Vandenberg, c'est du brouillard à la con. Parce que vous avez les montagnes derrière, air froid, air chaud de la mer, et ça fait beaucoup de brouillard sur les côtes. C'est rare qu'on ait des conditions de vol parfaites dans le Pacifique. Le parking du Blue Lagoon a tenu. Ouais, la lave s'est arrêtée à genre 600 mètres du parking. Mais le problème, c'est que les 2 routes d'accès sont foutues. On voit bien que la Terre est plate, hein. Vous pouvez observer le dôme avec là-bas l'Antarctique, le blanc. La Terre recouverte de glace. Hein. « 4000 km/h, ouais, ça va vite. Hein. On va bientôt arriver à Miko. Coupure des moteurs principaux, Man Engine Cutoff. Puis la séparation d'étages. Donc là, c'était B1071, le booster, 14e vol. Assez incroyable, hein. 14e vol, 14e récupération. Parce que oui, la récupération a réussi, je spoil. Oh là, 7000 km/h, ça va vite. D'ailleurs, Ted Green, t'as vu la news qui est sortie là, le drama sur Twitter avec Starlink?
Oh non, mais J'ai pas- ça part encore des télescopes ou des trucs comme ça, je parie. Les Russes opèrent du Starlink en Ukraine maintenant pour leurs propres troupes. Oh, En fait, ils ont acheté, ils utilisent des tiers à Dubaï. Ils achètent et ils activent Starlink à Dubaï. Et en fait, ils les envoient sur la ligne de front pour leurs troupes. Et on a des photos de Starlink du côté russe. Et le souci, donc t'as Starlink, la com officielle qui dit oui, mais Starlink n'est pas opéré en Russie. Mais potentiellement, en Ukraine, sur le front, c'est impossible de faire la différence à 100 mètres près de qui opère ah quoi. bah oui, le mec et il a la si- tête en face, c'est Et sûr que... si tu coupes, tu dois couper tout le monde dans la zone. Operation confirmed. Donc, Allez, on se retrouve dans le souci du paradoxe. ouais. Ouais, les Ukrainiens ils se retrouvent à se faire baiser pour Starlink. Putain. oh, les coiffes, premier étage. Donc ouais, ça gueule. Ouais, bah si vous voulez couper Starlink, faut couper pour tout le monde quoi. Y compris l'armée ukrainienne. Et du coup, eux, ils veulent pas couper, du coup ils se retrouvent comme des cons. Eh ouais. Nova Consul, le booster qui était tombé dans le booster, il était foutu. Hein. Au mieux, ils ont peut-être récupéré quelques moteurs. Il y avait l'air d'avoir des moteurs intacts au moment de la chute. Mais le booster, il est foutu. Ils continuent à produire des premiers étages de Falcon 9. Très rarement, mais oui. Ils en sortent parce qu'en fait, il y a encore besoin, vu que parfois, quand il y a des tirs de Falcon Heavy, ils sacrifient le premier étage. Ils sacrifient le booster central. Both vehicles continue Donc to parfois, follow ouais, the original ils en trajectory. produisent encore un neuf de temps en temps. Mais en soi, ils en ont plus vraiment besoin. Alors là, le booster à gauche, il est monté à 118 km. Normalement, il atteint pas 120 km. Il va redescendre. Il atteint jamais 120 km. Il devrait pas tarder à redescendre d'une seconde à l'autre. Ah là, 116. Ça redescend. Donc ouais, ça gueulait sur Twitter parce que on est à peu près sûr que les Russes utilisent du Starlink aussi sur leur ligne de front pour les coms de leurs soldats. Ce qui est un coup de génie en soi. Ouais, ça descend vite, 113, 112. Bon, on va pouvoir avancer un petit peu. Hein. On va pouvoir aller jusqu'à l'atterrissage. « 85 km, 78. Voilà. Donc le bateau drone est au large, Stage 1 entry dans le ring Pacifique. shutdown. C'est les deuxièmes étages. Ils sortent un deuxième étage par jour. C'est les chiffres. C'est un deuxième étage par jour opérationnel. Both Ce qui vehicles est... continue to follow an Quand on orbital pense à la trajectory. cadence de tir qu'ils ont, entre Starlink et les vols, donc ouais, il faut au moins ça. Il faut au moins ça pour tenir la cadence, donc ouais, ils sortent en moyenne un deuxième Stage étage 1 par jour. FTSS Ce qui est, saved. ce qui est fou. Là, c'est les nuages. Bon, ça va transpercer les nuages, on est à 20 km d'altitude. Un avion de ligne, ça vole vers 12 km, 13 km d'altitude à peu près. Donc là, on revient à l'altitude d'un avion de ligne. Voilà, à 15, 14, 13 km. Voilà, là, on est à l'altitude d'un avion de ligne. Stage 2 FTSS saved. Et à droite, au deuxième étage, 20 000 km par heure. La constellation Starlink, elle doit être, je crois, vers 400 km d'altitude. Stage 1 transonic. Et le pire, c'est qu'avant, on avait beaucoup de coupures, même surtout avec des nuages. Les nuages sont assez casse-couilles au niveau des connexions internet. On a quasiment plus de coupures maintenant au moment où les étages redescendent. Ah, mais ils ont bien travaillé là-dessus. Ils ont superbement bien travaillé, ouais. Allez, B1071, 14e atterrissage. Terminal guidance. On voit le bateau drone dessous. Hop, ça rallume le booster. 1 km d'altitude. Et on voit le bateau drone. T'as vu le bateau, Tengreen Le point blanc, c'était le bateau de récupération au-dessus. Attends, regarde. C'est rare qu'on le voit. Ah, bah là on le voit bien. Hein. Ouais, regardez, attendez. Pause. Vous avez la plateforme, le bateau drone, et regardez au-dessus, à 2 cm au-dessus, il y a un point blanc. Ça, c'est le bateau de récupération. Parce qu'après, vous avez des membres, une fois que le booster est stabilisé,
vous avez des membres qui vont aller voir si tout est bien éteint, qui vont récupérer la data, qui vont fixer le booster et tout ça. Donc il y a toujours un bateau à proximité, et là on voit bien le bateau. Landing leg deploy. Et il se pose comme une fleur. Vidéo incroyable. Pff, on oublie à quel point c'est facile. Hein. Vous m'auriez montré ça il y a 10 ans, c'était l'explosion de joie. Putain, l'événement de l'année quoi. Et là les machins. Landing confirmed. Hop là. Classe hein. Atterrissage parfait. Le vol s'est très bien passé. Et voilà. Donc ouais, plutôt propre. Donc ouais, 2 vols pour les Falcon 9 cette semaine. Donc ça c'était tout à l'heure, c'était il y a une dizaine d'heures, là, le vol de Vandenberg. Et oh là là, vous vous rappelez la semaine dernière, je vous avais montré les tronçons de tours, puisqu'il y a une deuxième tour qui est en construction à Boca Chica pour Starship. Et je vous avais montré, on a des tronçons et on a aussi des chopsticks, Ten Green. Hein. Il y a les chopsticks qui sont prêts pour une deuxième tour au Cape. Donc ils vont sans aucun doute amener les chopsticks à Boca Chica. On les verra plus tard être transportés. Et bah plutôt que de se faire chier à construire tous les tronçons au Texas, ils prennent les tronçons qui sont à Cap Canaveral et ils les amènent en bateau directement au Texas. Voilà, ça va plus vite, c'est assez facile vu que tout est connecté par mer. Donc on en avait vu 4 et on s'est dit ils vont pas en mettre 4 sur une barge. Eh ben si, ils ont mis les 4 tronçons de tour directement sur une barge. Les images sont incroyables, hein. Ils sont énormes les tronçons, hein. Ils sont absolument énormes. Hein. Et voilà à quoi ça ressemble, 4 tronçons de tour. Donc là ça part direction le Texas, ça va suivre la côte, vous avez le petit remorqueur là. Et ça va suivre la côte américaine jusqu'au Texas. Ça sera sûrement à Boca d'ici 2-3 jours. Et voilà, ils sont bien fixés et tout, les 4 tronçons. On a un 5e tronçon qui est déjà là-bas. En fait la tour est déjà entièrement prête, Ten Green. Il y a 4 tronçons là, il y en a un premier qui avait été amené il y a 1 mois. Et ils sont en train de finir la construction directement sur place du 6e. Et on a vu le dessus de la tour arriver. Normalement, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour construire la tour, en termes de tronçons, si les maths sont corrects. Et là, à gauche, vous avez, photo incroyable, vous avez la Falcon 9. Donc ça, c'est souvent la Falcon 9 qui a décollé pour la mission Cape. Vous avez la tour d'intégration finie de Starship avec les chopsticks au Cape. Donc regardez la taille de la tour d'intégration. Et là, vous avez, donc c'est ces tronçons-là qui ont construit ça. Vous voyez, c'est similaire. Ils vont stacker tout ça et ça va donner la tour que vous voyez là au centre de l'écran. Donc ça part pour le Texas et on voit les 4 tronçons. Truc de dingue. Hein. Comme je dis, c'est un autre monde hein, en termes de façon de travailler et de penser. Au même moment, on pensait qu'il n'y aurait plus de réservoir qui arriverait à Boca. Bah, que nenni. On a un nouveau réservoir gigantesque qui est arrivé à Boca. Donc ces réservoirs, ils font plus de 50 mètres de long. Hein. Ils sont très gros. Il y a qu'à voir la taille des petits bateaux de pêche autour. Pour la taille du merdier. Et il a immédiatement été amené à Boca, où il a été fixé dans la même journée. Ils ont fait tout ça. Et voilà, donc sacré monstre. Et voilà tous les réservoirs. Donc là, normalement, on pense qu'ils auraient tous les réservoirs, mais on sait qu'ils ont encore la place pour en mettre encore une dizaine s'il y avait besoin. Donc là, c'était encore il y a quelques jours. Matez les monstres. Voilà. Ça, c'est tous les réservoirs. Vu qu'ils sont en train de décommissionner la ferme verticale, bah, faut rajouter des capacités de stockage. Et les réservoirs horizontaux fonctionnent mieux pour l'oxygène et le méthane liquide. Donc voilà, là, voilà les monstres avec la tour d'intégration derrière. On arrive début février et normalement le 3e vol, la 3e tentative orbitale devrait être dans pas longtemps. Et on a attendu, ça fait 2 semaines que je dis qu'on va avoir un full stack, ça n'a jamais eu lieu, shit happens. Et avant-hier soir, en fin de journée, il était 17 h, B10 a finalement fait sa sortie du hangar pour être amené au pad. Donc voilà B10 qui a été amené dans la foulée. Incroyable, hein, on oublie la taille de ces monstres qui font 80 mètres de haut. Voilà. Donc B10 a été emmené au pad, on avait vu que ça se préparait parce qu'ils ont enlevé tous les échafaudages et tout sur la table orbitale. Donc ce qui veut dire qu'ils ont fini les réparations, les améliorations, les remplacements qui avaient peut-être été endommagés lors du 2e vol orbital. Et ils ne se sont pas contentés de juste de l'amener au pad dans la même nuit. Donc là il devait être 18 h, 19 h. À 1 h du matin, heure locale, 1 h 30 je crois. Il devait être 1 h 16, quelque chose comme ça. Et quand ils ont commencé à lever, ils ont fait le stacking de B10. Ah, ça traîne pas, hein. Voilà, il était 1 h 13 du matin. Vous avez l'heure en haut à gauche. Ouais, rappelez-vous, ils bossent H24.
Ils ne s'arrêtent jamais. Ils ont des équipes de jour, des équipes de nuit, avec des ingénieurs et tout. Et à 1h17 du mat, ils sont allés foutre B10 sur la table orbitale. Et tout à l'heure, là, je ne vais pas montrer, mais tout à l'heure, la ferme était active. Donc sûrement qu'ils vont tester toutes les nouvelles ajouts qu'ils ont fait sur la ferme. Ils ont changé pas mal de choses comme d'habitude. Et voilà le monstre, et il a été posé, ouais. Et regardez le temps. Vous avez ça, ils l'ont posé en même pas 15-20 minutes. Allez hop, on claque du doigt, on le déplace là en speed, en 2 speed. Ça c'est incroyable, hein, la vitesse à laquelle ils vont. Donc ouais, B10 qui a été stacké. Sacré bébé. Donc ouais, ils font ça en fait, tranquille. Et hier, donc si B10 est là, ça veut dire qu'on se prépare à un full stack. On a vu que SpaceX, ils font pas ce qu'ils veulent. Hein. Dès qu'ils veulent faire un full stack et tout, c'est considéré comme une opération technique assez dangereuse. Donc il faut demander des fermetures de route et tout ça. Il faut demander des autorisations au juge local. Et S28 a quitté le hangar, c'était tout à l'heure. Et S28 a été amené au pad. Donc là, S28, à l'heure où je parle, voilà, il était 2h36 du matin. Donc tout à l'heure, cette nuit, quand S28 est arrivé à côté de B10. On a vérifié la paperasse. Ils vont fermer la route ce week-end, comme d'hab. Donc ils ont les autorisations pour ce week-end pour faire des tests, ce qui veut dire qu'on va avoir un full stack ce week-end. J'espère que la semaine prochaine, pour la minute spatiale, on pourra vous montrer S28 et B10 entièrement stackés, et peut-être même que la semaine prochaine, on aura eu un Wet Dress Rehearsal WDR avec simulation de tir et chargement total des ergols. Ce qui est la dernière étape avant une nouvelle mise à feu. Ça sent très très bon pour une troisième tentative orbitale. Hein. On est très très proche. Bah, c'est pas Nighty, hein, c'est Ten Green qui est là. Hein. Nighty fait pas la minute spatiale. Hein. Et ouais, ça sent très bon. Sachant qu'ils ont encore aucune paperasse. Hein. Ils ont eu encore aucune autorisation. Quelqu'un a demandé à la FAA a juste dit « Ah mais ils nous ont même pas encore donné les papiers du vol précédent !» Oh putain. Terrible ça en vrai. Hein. J'espère qu'ils vont se bouger le cul pour en faire. Hein. Oh putain. Faut pas qu'ils nous fassent un drama avec encore un mois d'attente parce que Robert, Roger, Raoul et André de Chasse, Pêche, Nature et Tradition sont pas contents. Donc ouais, la FAA n'a pas encore donné autorisation de tir de quoi que ce soit. Donc on va voir comment ça va se passer, sachant qu'on sait que ça peut se débloquer en quelques jours. Hein. On a vu la dernière fois qu'en l'espace de 2-3 jours, ça va très très vite. Et ça permet... le S28 est déjà en des chopsticks. Voilà, je suis en retard. Vous avez vu ça, je suis en retard. Mes photos sont obsolètes. Donc S28 est déjà dans les chopsticks. Je pense qu'on va avoir un full stack tout à l'heure. Et que... Ouais, on va avoir un full stack tout à l'heure. Voilà. Dommage qu'on n'ait pas fait la minute spatiale demain. On aurait eu un full stack. Mais ouais, ça va. Ils vont full stack ce week-end sans aucun doute. WDR la semaine prochaine. Et la NASA elle-même avait dit qu'on aurait un 3e vol en février. Et je pense que si tout va bien et vite et que ça soit au niveau paperasse, on aura un vol peut-être la dernière semaine de février. Voire peut-être première semaine de mars. En tout cas, on est très très proche d'une 3e tentative. Et voilà, ça va vite. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça va vite. La cadence est totalement effrénée. Et celle-là, je pense, Ten Green, que c'est la bonne hein, pour l'orbite. Hein. Je pense qu'ils vont aller en orbite. Si ça décolle bien, avec les 33 moteurs d'allumés, je pense qu'ils vont aller en orbite sur ce coup-là. Ah bon, on verra, de toute façon, on sait jamais ce qui peut se passer, j'en ai dit. Hein. Pour 2024, ouais, le problème c'est qu'ils donnent de l'argent à Artemis, mais ils donnent pas l'argent pour le reste. Voilà. Ils font chier le congrès, parce que les missions d'exploration et tout, elles sont importantes, et JPL était là pour ça. Et le fait qu'ils se focalisent sur Artemis pour des raisons logiques avec la Chine, ils oublient qu'il n'y a pas que ça, quoi. Et c'est pas trop une bonne chose, mais on s'en fout, parce qu'à la fin de la journée, il faut que Starship fonctionne. Si Starship fonctionne, et qu'on peut amener du 200-300 tonnes en orbite pour pas cher, ça va... C'est peut-être même le privé qui va se charger de certaines choses. Donc on verra. Mais au moins il y a de l'argent. Donc ouais, voilà. Donc sûrement que la semaine prochaine on aura full stack et on aura des très très belles photos. C'est toujours assez incroyable de voir un Starship être entièrement stacké au pad. Et on se rapproche très très rapidement d'un deuxième. Ça me fait chier Ten Green parce que j'ai des jours de guidage début mars.
Oh putain, j'ai peur que... Ah, tireuse de loupé, ouais. S'il tire le matin comme à chaque fois, là, putain, c'est mes heures où je guide, là, en début de matinée, et je peux pas annuler, j'ai besoin d'études, là, tu vois, je peux pas annuler. Oh putain, si je loupe un tir de Starship, je vais être particulièrement salé, hein. Voilà. Bon, c'était tout pour cette minute spatiale, j'ai fait le tour, donc ouais, on aura sûrement des news la semaine pro. Ce soir, Tiller of the Rings, on parlera de la grande peste qui a frappé le Gondor et Eriador, et tout ça et Rovanion vers la moitié du troisième âge. Et peut-être qu'en soirée j'irai commenter une ou deux games de Dawnless Days, j'ai quelques replays sympas. Voilà. Bon, sur ce, je m'arrête là. Merci Ted Green de ta participation. Pas de soucis. Tu me diras si t'es dispo comme d'hab la semaine pro. Ouais. Et puis nous on vous dit passer un bon week-end, peut-être à ce soir.